Imaginez, il est minuit passé, l'appartement est silencieux comme une cathédrale, et l'écran d'un téléphone s'allume dans l'obscurité. Un message vient d'arriver, une supplication rapide, maladroite, pleine de fatigue. Ce message n'était pas destiné à lui. Et pourtant, à cet instant précis, le fil ténu d'une vie venait de se tendre vers la sienne. César Facundo posa le téléphone sur la table basse devant le canapé large et sombre. La lumière venue de l'écran dessinait un trait pâle sur le cuir. Il lissa la manche de son pyjama sans vraiment le savoir. L'appartement au-dessus des toits de São Paulo restait froid malgré la couverture soigneusement pliée sur l'accoudoir. On aurait dit que la réussite avait laissé des cavités que l'argent ne comblait pas. La ville, en contrebas, avait cessé son grondement principal. Seules quelques sirènes ponctuaient la nuit. César lisait le message encore une fois, comme si une répétition pouvait changer le sens des mots. « Bonjour, je suis désolé de déranger à cette heure. Je pense m'être trompé de numéro, mais j'essaie quand même. Mon bébé ne supporte pas le lait ordinaire. Il a besoin d'un lait spécial, et je n'ai pas les moyens pour l'acheter. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis à Cidade Tiradentes. Je peux aller le chercher si nécessaire. Félicia. » La simple lecture réveilla une série de sensations en lui. Surprise, perplexité, une pointe d'irritation presque indolente. Cette nuit n'était pas programmée pour le dérangement. Puis une curieuse chaleur derrière la poitrine. Il n'était pas homme à répondre à des messages au milieu de la nuit. Pourtant, il posa le doigt sur l'écran, ouvrit la conversation, chercha le numéro. Il eut le réflexe de vérifier la trace. L'indicatif local correspondait bien. Le message venait d'un téléphone authentique, rien d'évidemment bancal. « Erreur de numéro », pensa-t-il, et pourtant le mot « bébé » résonnait différemment quand il était écrit dans une supplique. César avait appris, au fil des années, à ne pas laisser ses émotions décider pour lui. Les décisions importantes, il les prenait à la lumière du jour, entouré d'experts, avec chiffres et tableaux. Mais certaines violences de la réalité ne se calculent pas. L'idée d'un tout petit avoir faim lui était insupportable. Il se rappelait fugitivement de sa propre enfance. Un père souvent absent, une mère qui travaillait plus qu'elle ne dormait, un petit appartement où les bouteilles d'huile faisaient office de bougies. Il y avait eu des hommes qui avaient tendu la main sans être demandés. L'image ne le quitta pas. Il alluma une lampe. Près de la fenêtre, la ville offrait une carte luminescente. Maisons, immeubles, autoroutes. Dans la discrétion de cet espace trop grand, l'appel du message trouva un écho. Il composa, hésita, puis écrivit « Bonjour, je peux vous aider. Pouvez-vous m'envoyer l'adresse ?» Quelques minutes passèrent, qui lui semblèrent longues. L'attente prit la forme d'un silence dense, rempli d'un besoin d'agir, plus que de comprendre. Le réveil de l'homme d'affaires fut aussi simple et silencieux que sa décision. Il se leva, enfila un pantalon sombre, un blouson léger. Pas de bling, pas de mise en scène. L'idée était de n'être que l'ombre qui viendrait avec une solution. Il prit de l'argent liquide, sans calculer combien, et prit la clé de la Mercedes garée au sous-sol. À l'intérieur, l'odeur familière du cuir neuf, l'inaction qui pesait comme une couverture, et pourtant quelque chose de nouveau se posait. Il sortit, verrouilla la porte sans bruit et descendit. Une fois dehors, la nuit semblait plus réelle. Le vent portait l'odeur de la ville. Il y avait des lumières qui clignotaient comme des lucioles improbables. Il n'appela personne, ne chercha aucun conseil. Son visage, éclairé par les phares, était celui d'un homme qui faisait une chose simple et volontairement anonyme. Il n'accepta pas l'idée d'être remercié en public. Sa bienfaisance avait toujours été discrète. Il la concevait comme un soin qu'on administre sans ostentation, comme l'on porte un manteau à quelqu'un qui a froid. En route vers Cidade Tiradentes, il pensa aux possibilités pratiques. Quel lait spécial, quelle marque, quelle quantité. Il n'avait pas l'intention de se tromper. Arrivé au premier supermarché encore ouvert, il entra, observa les rayons laissés vides par le sommeil et trouva ce qu'il cherchait. Le lait en question n'était pas bon marché. Il prit plusieurs boîtes, des couches, des lingettes, des petits sachets de nourriture pour enfants, un thermos d'eau chaude.
Il glissa le tout dans un sac en papier, et derrière la discrétion de son masque d'anonymat improvisé, il sourit. Un sourire sans prétention, qui n'appartenait à personne en particulier. Au volant, il consulta encore une fois le message. L'adresse explicitée par Félicia était précise mais modeste. Un bloc de bâtiment dans un quartier dense, façade d'un ciment usé, lampadaire bas. Il n'y avait aucune fioriture dans la description, seulement la vérité d'une géographie. Il trouva la ruelle, garée loin pour ne pas attirer l'attention. La nuit tenait son poids. La voiture devint comme une île sur laquelle il restait quelques instants, le temps d'inspirer la réalité à venir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Félicia avait écrit ce message avec une fatigue qui pesait dans chaque lettre. La journée avait été longue. La grand-mère l'avait aidée le matin, elle avait travaillé, avait tenté de tricoter de petits présents pour vendre sur le marché, et la nuit, sous la lumière d'une unique ampoule, elle avait compté les jours sans pouvoir acheter le lait prescrit par le pédiatre. Miguel, son bébé de quelques mois, refusait les formules ordinaires. Ses vomissements et ses pleurs avaient laissé une trace d'impuissance et d'angoisse sur son visage. Elle avait relu son message, hésité à l'envoyer, puis, à bout de force, elle avait tenté sa chance, acceptant la honte d'appeler à l'aide, la peur d'être repoussée, la crainte du jugement. Lorsque sa réponse arriva, l'appréhension la prit par la gorge. Est-ce qu'il rirait? Est-ce qu'on la ferait se sentir petite? Elle resta immobile, le téléphone coincé entre son oreille et sa joue, écoutant un silence qui était presque une prière. Elle avait appris, avec la grand-mère, que l'orgueil peut être un bouclier mais aussi une prison. Elle ne voulait pas être enfermée dans cette fierté. Pourtant, l'idée d'ouvrir la porte à un inconnu resta insupportable. Sa vie était faite de petites batailles. Elle se remportait silencieusement ou elle se perdait. Ce soir, peut-être, l'une d'elles allait se jouer différemment. Quand on frappa à la porte, elle eut un réflexe. Reculer. Le cœur se mit à battre plus vite, non seulement à cause du possible secours, mais aussi à cause de la peur d'être exposée. La grand-mère, qui dormait sur le petit canapé, ouvrit un œil, puis s'assit, les gestes lents d'une femme qui connaît la dureté et la compassion. « Va voir !» dit-elle d'une voix brisée mais ferme. Félicia prit Miguel contre sa poitrine, sentit son odeur et avança vers la porte. La scène suivante se déroula sans publicité. Devant le seuil, éclairé par la lumière jaunie du couloir, se tenait un homme qui avait l'air de n'appartenir à aucun des mondes visibles dans cet immeuble. Il portait un blouson sobre, un sac en papier pendu à la main. Son visage, net, ne portait ni montre ostentatoire, ni bijoux, seulement une tranquillité posée. Quand il parla, sa voix était calme, dépouillée de tout commentaire blessant. « Bonsoir, je suis désolé d'être venu si tard. J'ai reçu votre message. J'ai apporté ce dont vous avez besoin. » La manière dont il prononça « je suis désolé » était sans paternalisme. Il n'y avait ni condescendance, ni sermon. Félicia se raidit, ses doigts agrippèrent le tissu qui enveloppait Miguel. Il y eut un moment où les deux cherchèrent qui céderait en premier, la honte ou la nécessité. Le sac se posa au sol entre eux. Il sentait la poudre du lait et le plastique des couches. L'odeur était anodine et pourtant plus précieuse qu'un parfum quelconque. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Félicia. « Vous n'avez rien à dire, » répondit-il doucement. « Laissez-moi seulement vous aider. » Il s'agenouilla sans demander la permission, comme pour baisser le monde à la mesure du bébé. Dans une cuisine étroite, il alluma de l'eau, porta à bonne température et entreprit de préparer la mamadeira avec une concentration presque cérémoniale. Les gestes furent simples, mesurés, versés, secoués. Miguel, qui semblait avoir lutté toute la journée, respira différemment en sentant la chaleur du biberon. La première gorgée eut l'effet d'une accalmie. Les pleurs retombèrent, remplacés par des yeux mi-clos et un petit souffle régulier. Félicia observa la scène avec les larmes aux yeux, sans grand bruit. Sa dignité commentait chaque battement de son cœur, comme si elle pesait le prix de l'aide. « Vous n'êtes pas obligé de rester », dit-elle presque aussitôt, comme pour réparer quelque chose qu'elle craignait d'avoir laissé perdre. Il secoua la tête.
Je ne veux pas rester pour me prouver quelque chose. Je suis passé parce que je pouvais, parce que personne ne devrait rester sans solution pour son enfant. Le mot « personne » tomba entre eux avec une force inattendue. Félicia sentit une chaleur nouvelle, qui n'était ni pitié, ni honte, mais une reconnaissance hésitante. Elle avait été habituée à refuser les mains tendues. L'habitude est une armure difficile à briser. Pourtant, ce soir, face à cet homme dont elle ignorait tout, la barrière finissait par s'éroder. Quand il refusa d'accepter de l'argent qu'elle voulut lui offrir, un geste automatique pour elle, un réflexe culturel, elle sentit la confusion la gagner. « Je ne peux pas accepter, » dit-il. « Prenez-le pour Miguel. »« Mais vous avez fait l'effort. Vous êtes venu, » protesta-t-elle. « Je dois payer au moins un peu. »« Le paiement n'est pas nécessaire, » dit-il, en souriant d'un air triste. « Prenez-le, et si vous voulez, appelez-moi si vous avez besoin d'un rendez-vous pour le médecin demain, ou pas. Faites comme vous sentez. » La simplicité de sa réponse, le refus net de transformer la rencontre en une dette, laissa Félicia suspendue. Sa vie avait connu suffisamment d'aides qui réclamaient un prix en retour. Le silence, la reconnaissance publique, parfois même la manipulation. Ici, il n'y avait rien de tel. Cette façon d'offrir sans demander, le mot « cadeau » semblait trop plat, lui resta en mémoire, comme une promesse sans condition. Elle prit le sac, entra, le posa sur la table. La grand-mère, qui observait en silence, fit un petit signe de tête, comme si elle comprenait mieux que quiconque pourquoi la fierté devrait parfois être pliée devant l'urgence d'un enfant. Miguel prit encore quelques gorgées, puis s'endormit, sa tête posée contre la joue de sa mère. Il y eut un instant suspendu où tout semblait possible, réparation, soulagement, un futur où l'on pourrait respirer. César se releva, remit le sac sous son bras. Avant de partir, il laissa discrètement sur la table un petit carton sans signature. Ce n'était pas une carte de visite, c'était une note brève, sans adresse ni promesse. « Si vous avez besoin de quelque chose encore, écrivez. » Il laissa le mot et recula. Sa retenue tenait à ce qu'il ne voulait pas être idolâtré ni recherché. L'anonymat était sa manière de préserver la dignité de celui qui l'aidait. Félicia regarda le bout de papier un instant, puis le serra contre sa poitrine. Le geste ressemblait à une prière muette. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir sans devoir, et dans cette nouvelle règle, il y avait une leçon difficile. Une part d'elle se demanda qui était cet homme qui avait traversé la ville au beau milieu de la nuit pour acheter du lait. Une autre part se dit que cela ne devait pas se reproduire. Pourtant, le sommeil de Miguel se fit plus profond et sa respiration était le plus doux des remerciements. César revint sur la rue, remonta dans sa voiture. Il ne fit aucun geste dramatique, aucun salut théâtral. Il reprit la route comme un homme qui rentre après une nuit ordinaire. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. La grande demeure silencieuse l'accueillit comme un vide connu. Le geste d'avoir porté un sac en papier jusque-là avait laissé en lui une lumière qu'il n'avait pas prévue. Ce n'était pas la reconnaissance publique qui le touchait, mais la sensation intime d'avoir répondu à une urgence humaine. Les murs de son appartement ne semblaient plus seulement un décor, ils avaient des contours humains désormais, parce qu'il avait posé sa main hors de sa zone ordinaire. Il posa le sac d'emballage vide dans la cuisine, se prépara un café tiède, en regardant par la fenêtre les lumières lointaines. Le silence revint, mais il n'était plus le même. Les pleurs apaisés d'un bébé, la pression légère d'une main sur un papier, tout cela vibrait encore en lui. Il pensa aux mots qu'il avait laissés, simples et sans adresse. Peut-être qu'elle écrirait, peut-être pas. L'idée d'une suite le troublait agréablement, comme une porte qu'on entrebâille. Félicia resta debout un long moment après qu'il fut parti, à scruter l'horizon d'une vie qui changerait peut-être. La grand-mère murmura quelque chose qu'elle seule entendit. Parfois, les chemins prennent un détour pour nous amener exactement là où nous devons être. Félicia ne se sentait pas prête à dire si la vie avait devancé ses pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette nuit-là, le sommeil de son bébé n'était plus hanté par la faim comme la veille, et que l'orgueil, cet ornement qu'elle avait porté toute sa vie, avait reculé d'une mesure.
La journée du lendemain se leva sur un voile pâle, un matin où rien ne paraissait dramatique, mais où l'air semblait plus chargé d'attente. Le téléphone vibra. Il y eut un message sans grand discours. « Merci. » Un deuxième message. « Qui êtes-vous » Félicia hésita à répondre. La grand-mère, experte en prudence, lui conseilla de garder une certaine distance. Mais l'envie de connaître celui qui avait tendu la main l'emporta. Elle écrivit « Je m'appelle Félicia, merci ». Il répondit « César, reposez-vous aujourd'hui. Miguel semble aller mieux. » La conversation resta brève, presque technique, puis se tut. Elle devint une chose fragile et précieuse, à manipuler avec soin. Les jours qui suivirent, la présence de César resta un mystère chuchoté. Il n'exhibait pas son geste sur aucun écran, n'en parlait pas dans les dîners où l'on se vantait d'actions philanthropiques. Il continuait ses affaires, ses réunions, les chiffres qui remplissaient son agenda. Mais il avait laissé, sans le dire, un espace que le monde des affaires ne connaissait pas, un désir de présence. C'était un sentiment curieux, une mémoire concrète qui réapparaissait au moindre rappel, un bébé qui avait cessé de pleurer. Félicia, quant à elle, reconstruisait des morceaux de sa vie. Elle alla au marché, reprit le fil de ses journées, mais avec une patience nouvelle. La grand-mère s'occupait de Miguel quand elle travaillait, et parfois elle lui racontait des histoires de courage qu'elle-même avait connues. La dignité était une école lente, la gratitude une autre. Félicia sentait qu'elle devait apprendre à recevoir sans se perdre. En parallèle, César vivait ses journées en jonglant avec un nouveau battement interne. La réussite, les contrats, tout cela gardait sa place. Cependant, à chaque fois qu'un cadeau devait être fait, un financement, une réunion de bienfaisance, une signature, il se surprenait à penser à un biberon, à un couinement, au souffle doux d'un bébé. La ville continuait d'ignorer ces détails fragiles qu'il traçait désormais. Il s'arrangea sans ostentation pour laisser parfois des aliments, des médicaments, sans frapper, sans se présenter. Certaines nuits, il passait en voiture sans descendre, repoussant l'instant par pudeur. D'autres fois, il entrait simplement, déposait un sac puis repartait. Son anonymat le rassurait. Il croyait que la générosité était plus pure sans visibilité. Et pourtant, l'anonymat créait aussi une distance qui devenait difficile à maintenir. À mesure que les visites se succédaient, parfois par hasard, souvent par intention, ses pensées sur Félicia prirent une forme plus claire. Elle n'était pas uniquement la bénéficiaire d'un geste. Elle était une personne complète, avec une histoire, une dignité, une courbe de douleur qu'il apprenait à respecter. La voie vers la confiance ne fut pas immédiate. Félicia rechignait encore à accepter tout sans contrepartie. L'orgueil demandait quelque chose. Elle lui offrit donc un soir un plat cuisiné, un geste humble mais symbolique, et lui demanda de le prendre. « Voici, c'est la soupe de la maison. Si vous voulez, venez la manger ici une autre fois. » Sa proposition était une tentative d'équilibre, accepter mais donner en même temps, raccorder les deux rives. César, surpris et touché, accepta la soupe une fois, puis une deuxième. Il se rendit compte qu'il appréciait la chaleur d'une nourriture faite à la main, les petites imperfections d'une assiette, la façon dont la table se comportait comme un espace de conversation authentique. Les repas partagés écartèrent la distance. Paradoxalement, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, il découvrait que ce qu'il avait le plus manqué était l'invitation simple d'une cuisine modeste. Un jour, Miguel tomba malade. Ce fut une nuit où la peur reprit ses droits. La fièvre monta vite, et Félicia, paniquée, chercha de l'aide. La grand-mère apeurée répéta des gestes d'anciennes urgences. Félicia écrivit au numéro qu'elle connaissait avec une urgence que les messages habituels n'avaient jamais connue. Elle ne savait plus quoi faire. Le temps s'étira en longues minutes jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse à la porte, essoufflée, les yeux inquiets, mais résolus. César avait entendu et avait accouru. La course vers l'hôpital, le regard nocturne des rues, le comportement attentif du chauffeur du petit véhicule, tout se mêla dans une succession d'images fortes. Il n'y eut ni parade, ni scène étalée dans les médias.
Il y eut seulement la précipitation d'êtres humains qui se préoccupent d'un enfant. Le pédiatre, sérieux mais calme, administra les soins nécessaires. L'effort collégial de plusieurs mains et la disponibilité discrète d'un homme prêt à mettre en jeu ses ressources permirent de traverser la crise. La confiance qui naît d'un secours vit au rythme des gestes qui sauvent. Ce fut un tournant. La proximité imposée par la peur rendit la dignité moins fragile. La gratitude devint plus facile à dire. Félicia comprit que l'aide de César ne visait ni à la changer ni à l'acheter. De son côté, César sentit que sa présence n'avait pas été un rôle joué, mais une manière de reconnaître l'humanité partagée. Il vit, dans les cernes sous les yeux de la jeune mère, des batailles qu'il n'avait pas soupçonnées, et dans la manière dont elle berçait Miguel après l'hôpital, une détermination qui le touchait. La proposition formelle d'un engagement, l'idée d'adoption, était encore lointaine. Mais la nuit où tout avait commencé, la nuit du message envoyé par erreur, avait tracé le début d'une trajectoire. Les deux mondes, séparés par des longueurs de rue, des privilèges et des silences, avaient trouvé un point de contact fragile et précieux. La Providence, si l'on veut appeler ainsi ce tissu de hasards et de choix, avait déposé une graine. Il restait à voir si, avec le temps, elle germerait. Les jours suivants furent pleins de petites attentions. Des visites au parc où Miguel s'émerveillait des pigeons, des paquets de vêtements déposés avec pudeur, des rendez-vous médicaux facilités. Chaque action venait sans nécessité d'exposition. La discrétion était la règle tacite. Ils apprirent à se connaître à travers ces gestes, les silences, les regards, les gestes de soin. La transformation ne fut pas spectaculaire, mais elle fut réelle. Elle prenait la forme de conversations tardives, d'éclats de rire partagés, de la manière dont César s'efforçait d'être présent sans envahir. Et pourtant, même dans les moments les plus doux, persistaient des morceaux de solitude et de peur. Félicia se demandait si accepter de l'aide un jour signifierait être condamné à une dette éternelle. César, à son tour, feignait parfois de penser que sa présence suffisait à balayer les démons de la jeune femme. Il apprenait vite que l'amour ne s'impose pas et que la confiance se gagne goutte à goutte. La route était encore longue. Le message envoyé par erreur, qui avait été à la fois un appel désespéré et une maladresse du destin, avait permis la rencontre. Mais une chose était claire, les conséquences de cette erreur allaient dépasser le simple fait d'avoir apporté un biberon à minuit. Elles ouvraient un chemin où la dignité, la pudeur et l'amour apparaîtraient comme des forces capables de transformer des vies. Le prochain pas ne serait pas évident. Il demanderait des aveux, des questions délicates et des décisions qui toucheraient l'essence de leur liberté. Alors que la nuit retombait une nouvelle fois sur la ville, César regarda l'écran de son téléphone où, dans la mémoire des messages, restait le premier mot « erreur de numéro ». Il sourit, comme à une ironie que la vie aimait parfois jouer. Il ne savait pas encore tout ce que cette erreur déclencherait, ni comment ce lien évoluera. Il savait seulement qu'il ne pouvait ignorer ce qui avait été mis sur son chemin. De l'autre côté, Félicia tenait Miguel, et dans la poitrine de sa grand-mère, un espoir timide grandissait. Les jours à venir allaient demander courage et patience, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'affrontait pas l'incertitude seul. Les semaines qui suivirent prirent le rythme d'une familiarité naissante, faite d'instants minuscules qui, cumulés, transformaient peu à peu l'ordinaire. On retrouvait César dans ses bureaux, derrière des écrans éclairés par des chiffres et des graphiques, mais avec une pensée qui bondissait désormais, à l'imprévisible, vers une poussette mal garée devant un parc, ou vers le pli d'une couverture que la grand-mère de Félicia roulait pour que Miguel n'ait pas froid. Il faisait ses affaires avec la même rigueur, mais son esprit, autrefois si discipliné, s'accordait désormais des échappées vers des images où un petit souffle régulier apaisait ses nuits. Félicia, elle, reconstruisait sa vie en tenant compte d'une nouveauté qui l'effrayait autant qu'elle la consolait. Elle n'était plus seule pour porter toutes les inquiétudes. Cela ne signifiait pas que ses peurs avaient disparu, loin de là,
mais elles avaient perdu un peu de leur intensité quand quelqu'un d'extérieur à son monde entra sans juger. Elle continuait de travailler, de vendre ses petites choses au marché, de déployer sa dignité comme une armure fine. Pourtant, dans le secret de ses journées, elle mesurait la valeur des gestes de César. Un SMS rapide pour rappeler un rendez-vous médical, la présence ténue d'un sac déposé près de la porte, une couverture supplémentaire glissée sur le lit de Miguel. Ils apprirent à se parler autrement, en laissant la place au silence qui ne blesse pas. Les conversations, d'abord prudentes et formelles, s'étirèrent. Elles abordèrent des souvenirs, des peurs, des petites joies. Un après-midi, assis sur un banc du parc où Miguel découvrait ses premiers éclats de rire, Félicia osa demander à César pourquoi il avait décidé de venir cette nuit-là. Il regarda son fils jouer avec une brindille, puis revint à elle avec une clarté tranquille. « Il y a des choses que l'argent ne règle pas, dit-il. J'en ai connu qui pensaient que tout se résout avec un chiffre sur un tableau. Pour moi, c'était confortable, mais ce soir-là, j'ai senti simplement que quelqu'un avait besoin d'une main. Ce n'est pas une logique d'affaires, c'était une évidence. Elle hocha la tête, surprise par la simplicité de la réponse. Dans ces mots, il n'y avait ni héroïsme ni revendication, seulement une humanité qu'elle avait rarement rencontrée. Pour Félicia, c'était insuffisant pour effacer les réflexes de méfiance, mais c'était assez pour lui laisser une fenêtre ouverte. Avec le temps, vinrent aussi des petites offres de normalité. Une fois par mois, César l'invita à déjeuner dans un petit restaurant sans prétention, où la musique restait en arrière-plan et la conversation occupait le centre. Il refusa systématiquement toute mise en scène. Il refusait toute présence de ses partenaires d'affaires quand il s'agissait de ces rencontres. Pour lui, ces instants étaient des respirations privées, et il veillait à ce qu'ils restent ainsi. Peu à peu, ces déjeuners devinrent une manière de mesurer le monde l'un de l'autre. Les plats qu'elle aimait, la façon dont il souriait quand il disait quelque chose d'absurde, la manière dont Miguel s'endormait, la tête posée contre la poussette. La grand-mère de Félicia observait ces évolutions avec une sagesse faite d'années. Elle n'intervenait guère, mais ses commentaires, distillés par moments, avaient le poids de l'expérience. Les hommes qui donnent sans se montrer sont rares, murmura-t-elle un soir en offrant une tasse de thé. Mais souviens-toi, recevoir n'annule pas ce que tu es, c'est toi qui donnes quand tu partages ta table. Ces paroles apaisèrent Félicia plus qu'elles ne le montrèrent. Elles instaurèrent une règle tacite entre elle et César. La valeur ne serait pas comptée en billets, mais en présence partagée. Un jour, à l'occasion d'une visite médicale de routine, le pédiatre nota des progrès. Miguel mangeait mieux, son poids se stabilisait, ses pleurs se raréfiaient. Le médecin professionnel et discret suggéra quelques contrôles supplémentaires et proposa des orientations pour faciliter la diversification alimentaire. L'efficacité technique du soin se mêlait à la patience de la mère. Pour César, entendre ces mots fut une victoire muette, moins pour lui que pour le tout petit corps qui, jusque-là, avait souvent lutté. La relation prit une profondeur nouvelle lorsqu'ils durent affronter la vulnérabilité à visage découvert. Un soir, après un dîner où la conversation avait glissé sans heurts vers l'enfance de chacun, César raconta l'ombre qu'il avait longtemps habitée. L'absence d'un foyer chaleureux malgré la réussite matérielle. Il évoqua des images d'enfance, un appartement trop petit, des parents épuisés, des promesses jamais tenues. Ces mots ne cherchaient pas la pitié, ils expliquaient un paysage émotionnel. Félicia répondit en parlant de sa grand-mère, des mains qui avaient appris à recoudre les espoirs, de la fierté comme d'un héritage et d'une prison à la fois. Ils se comprirent sans s'identifier tout à fait. Deux solitudes qui apprenaient à s'assembler. Il y eut des moments de maladresse, des incompréhensions passagères. Félicia, ancrée dans une fierté tenace, eut parfois des réticences à accepter l'aide d'une manière complète. Elle craignait d'être réduite à une situation. César, de son côté, dut apprendre à ne pas confondre responsabilité et autorité. Il n'imposa jamais de décision. Il proposa, il facilita, il attendit la permission.
Cette délicatesse fut fondamentale. Elle respectait la liberté de Félicia et renforçait sa confiance. La question de l'avenir s'imposa doucement, non comme une urgence, mais comme une nécessité. Comment organiser la vie de Miguel? Qui prendrait les décisions importantes? À ces questions pratiques s'ajoutait la plus haute, une présence, la possibilité d'être une famille. César n'entendait pas remplacer, effacer ou prendre possession. Il voulait partager la responsabilité et offrir une stabilité qu'il n'avait jamais eue. La plupart des discussions se tinrent avec une lenteur volontaire, presque cérémoniale. On discuta d'adoption, d'abord comme d'une démarche administrative, mais rapidement l'idée gagna un poids émotionnel. Elle signifierait un engagement public, une forme de lien légal et affectif qui rassurerait surtout l'enfant. La proposition vint une nuit de printemps, après un dîner modeste partagé chez la grand-mère. Les lumières des rues coulaient à travers la fenêtre comme une rivière immobile. Miguel dormait, la respiration calme. La grand-mère tricotait, les traits de son visage creusés par l'âge se détendaient. César prit la main de Félicia, doucement, comme pour lui demander la permission de parler sans toute la vérité. Il voulut d'abord la regarder dans les yeux, puis trouva les mots. Il lui parla de l'idée d'adopter Miguel, non pour s'arroger un rôle, mais pour officialiser un lien qui existait déjà dans le cœur. Il expliqua qu'il n'exigerait rien d'elle, qu'il souhaitait seulement partager la responsabilité, offrir un nom légal, et surtout que Miguel ait la sécurité d'un foyer reconnu. Le silence qui suivit fut lourd, mais la grand-mère, sans grandiloquence, se leva et posa sa main sur l'épaule de Félicia. « On n'efface pas l'histoire, » dit-elle simplement. « On l'enrichit. » Les larmes montèrent instinctivement aux yeux de Félicia. Ce n'était pas tant l'acte juridique qui la bouleversait que la reconnaissance de son rôle de mère et la promesse d'un avenir plus sûr pour son fils. Elle savait que l'adoption serait une décision lourde, avec ses questions légales, ses regards du monde, mais elle comprenait aussi que l'amour ne se mesurait pas à la peur. Félicia prit le temps nécessaire. Elle consulta la grand-mère, rechercha des conseils, réfléchit aux implications sociales. Ses hésitations n'avaient rien de théâtral. Elles étaient la manifestation d'une femme qui cherchait à protéger son enfant et sa dignité. Elle posa des conditions et posa des questions. Elle demanda des garanties, qu'il n'y aurait pas de spectacle, que ses parents resteraient présents, que son rôle de mère serait reconnu et célébré. César entendit chacune de ces demandes et accepta les limites. Il proposa des solutions concrètes, des entretiens avec un avocat, un processus clair et respectueux, la possibilité pour elle de décider de chaque étape. Sa posture n'était pas celle d'un propriétaire, mais d'un partenaire. Cette manière de procéder fut décisive. Lorsque finalement elle dit oui, ce fut comme une pluie bienfaisante sur une terre longtemps asséchée. L'acte d'acceptation scella moins un renoncement qu'une addition. Elle partageait désormais la tâche d'élever Miguel, avec un homme qui reconnaissait son autorité de mère. L'adoption fut préparée sans fanfare. Ils rencontrèrent un avocat compétent et discret, firent des démarches administratives, prirent le temps médical nécessaire et s'assurèrent que tout soit en règle. À aucun moment ils ne cherchèrent la publicité. Les signatures furent posées dans un bureau où la seule présence avait valeur de formalité et de reconnaissance. Après l'adoption, leur vie prit une teinte nouvelle. Les papiers officialisaient l'amour déjà présent et la ville, dans son indifférence habituelle, continua de vivre. Mais dans leur routine, des gestes se transformèrent. Le secours devenu quotidien se mua en projet partagé. César aménagea une chambre pour Miguel, avec une étagère d'histoire, des couvertures offertes par la grand-mère, un mobile suspendu qui tournoyait doucement. Félicia, qui avait craint d'être effacée, vit son rôle renforcé. César impliqua sa famille, écouta ses choix, accepta ses habitudes. Ils construisirent une coparentalité respectueuse. L'amour, quand il s'installe, ne déboule pas toujours avec la promptitude d'un torrent. Souvent il croît par couches successives, par la répétition de petits gestes. Ce fut le cas pour eux. Il y eut la première nuit où César improvisa une berceuse,
maladroite mais sincère, la première fois où Félicia accepta qu'il tienne la poussette au marché, le premier Noël où ils échangèrent des cadeaux modestes, choisis pour montrer l'attention portée à l'autre. Chacun de ces instants était une pierre posée calmement. Ce que personne n'avait prévu fut la manière dont les craintes anciennes se transformèrent en force. Alors que l'adoption devenait effective, les regards se firent de plus doux. La grand-mère de Félicia, qui avait vu tant de vies se déployer et se briser, accueillit César comme un allié. Elle n'aimait pas les grandes déclarations, elle aimait les faits. Et les faits, dans son foyer, étaient de plus en plus nombreux. Quelqu'un venait offrir ses mains quand il le fallait, quelqu'un apportait la nourriture quand les jours étaient durs, quelqu'un riait avec eux dans les repas. Elle observa, avec un contentement tranquille, que la vie de Félicia s'alourdissait moins de soucis et s'allégeait de sourires. Il y eut des périodes où la routine les mit à l'épreuve. Des malentendus surgirent, parfois liés à des priorités différentes, parfois à des blessures du passé dont l'écho se réveillait. Dans ces moments, la capacité d'écouter fut leur plus précieux outil. Ils apprirent à nommer leurs peurs, peur d'être diminués, peur de perdre la liberté, peur d'être jugés. Ils apprirent à poser des limites et à se pardonner quand ils les franchissaient. Ce travail silencieux, parfois ingrat, cimenta leur choix. Un tournant fut atteint lorsque, après plusieurs mois d'une confiance désormais solide, César fit une proposition plus publique, non pas pour le paraître, mais pour sceller un engagement émotionnel. Il demanda à Félicia d'être sa compagne, non seulement de cœur, mais devant la famille et les proches, et lui proposa un mariage simple, intime, sans grande festivité. Il voulait une cérémonie qui respecte leur humilité et leur désir de discrétion. Elle accepta avec émotion. Ce n'était pas un renoncement de liberté, mais l'acceptation d'une promesse partagée. Le mariage fut modulé selon leurs valeurs. Une petite église, la présence de la grand-mère, quelques amis proches, une célébration modeste où la joie n'avait pas besoin d'ornements pour être vraie. Ils échangèrent des vœux qui parlaient de respect, de soutien et de reconnaissance mutuelle. Miguel, encore petit, portait un costume trop grand à sourire. Il fut le centre sans en être l'objet. La cérémonie resta discrète, fidèle à leur refus de spectacle, mais elle fut intense. On y sentit la présence de ce qui avait été construit, une confiance patiente, une tendresse tissée dans l'intime, la gratitude d'un enfant qui désormais avait 2 adultes pour veiller sur lui. Après le mariage, leur foyer prit une couleur de plus en plus stable. Les amis de César apprirent à connaître cette femme dont il parlait peu et qui pourtant occupait une place essentielle dans sa vie. Ils virent à quel point il s'était transformé. Un homme autrefois préoccupé par les chiffres, devenu attentif aux petites choses, capable de se lever la nuit pour aller voir si le bébé ne toussait pas. Pour Félicia, le changement était autant extérieur qu'intérieur. Elle se permit des projets, comme reprendre une formation à temps partiel, initiée par l'encouragement timide mais constant de César. Les mois passèrent, ponctués de petits bonheurs domestiques, des dimanches où l'on préparait un grand plat ensemble, des promenades au parc où Miguel apprenait à courir après les pigeons, des soirées où la grand-mère racontait des histoires en s'asseyant dans un fauteuil, la tête couverte d'un châle. Ils apprirent à fêter les petites victoires, un nouveau mot prononcé par Miguel, une nuit entière sans réveil, un travail trouvé par une amie de la voisine. La vie retrouva des rythmes humains, et la gratitude se glissa souvent dans leurs conversations, sans emphase, mais avec profondeur. Quelque temps plus tard, une nouvelle récolte d'espérance survint. Félicia découvrit qu'elle attendait un autre enfant. L'annonce fut accueillie comme une bénédiction privée. La grand-mère pleura les larmes d'une femme heureuse. La maison vibra d'un mélange d'attente et d'organisation. Il y eut de la joie, bien sûr, mais aussi des préparatifs concrets. On prépara une petite chambre, on rangea des habits, on consulta le pédiatre, on discuta des prénoms. La nouvelle résonna différemment pour chacun. Pour César, c'était l'ultime confirmation que la famille qu'il bâtissait prenait forme. Pour Félicia, c'était une consolation et un défi, la possibilité d'offrir à un nouveau-né une enfance pleine d'amour. La naissance arriva un soir d'été, sans parade.
dans un hôpital discret où l'équipe soignante les accompagna avec compétence et chaleur. L'enfant était une fille, un petit être qui fit fondre les craintes et multiplia les sourires. Ils la nommèrent Mété, un prénom choisi pour la douceur qu'il portait et pour la promesse de tendresse qu'il évoquait. La maison s'emplit d'une lumière nouvelle, des veilles nocturnes apaisées par la musique d'une voix, des visites limitées mais sincères, des cadeaux pratiques déposés par des voisins. La vie de famille, désormais, devint le centre de leurs existences. Les matins étaient rythmés par des rires, par des biberons, par des petits pas de Miguel qui, fier d'être grand frère, surveillait avec une solennité comique la situation de sa petite sœur. La grand-mère avait retrouvé un élan de vitalité, contente de transmettre des recettes, des chansons et des gestes vieux comme le monde. César et Félicia continuaient à travailler, mais leur horizon avait changé. Les projets s'établissaient désormais avec la précaution de ceux qui savent qu'ils doivent protéger l'équilibre d'une maisonnée. Les voisins, qui jadis observèrent de loin, commencèrent à voir des signes de transformation. On vit César porter des sacs d'épicerie, non plus pour souligner sa sociabilité, mais parce que la nécessité le demandait. On le vit arriver parfois avec 2 poussettes, sourire timide aux lèvres. Les apparences sociales se diluèrent au profit de vérités plus simples. Des vies se tissaient ensemble, non par obligation mais par affection. À mesure que les années avancèrent, la famille se renouvela par les gestes de tous les jours. Les dimanches matins prirent une saveur particulière. Chacun avait un rôle, chacun connaissait sa place. Les anniversaires devinrent des occasions de rire et non de comptes à rendre. L'appartement que César avait aménagé pour être un refuge solitaire regorgeait désormais de dessins d'enfants, de peluches oubliées et de livres éparpillés. La grande maison de la ville haute s'habitait autrement. On y recevait sans ostentation, on partageait la table et l'espace. La richesse, pour César, s'était transformée en capacité de préserver l'intimité d'autrui et d'offrir des ressources sans performance. Ce qui impressionnait les plus regardants n'était pas l'acte spectaculaire d'un don unique, mais la persistance d'un engagement. Les dons discrets s'étaient transformés en responsabilités assumées avec amour. Quand Miguel eut l'âge d'aller à l'école, ils firent des choix d'éducation orientés vers la curiosité, l'empathie et le respect. On lui enseigna la valeur du travail bien fait, mais aussi celle du partage. On lui expliqua d'où venait sa chance et comment la gratitude se traduit par des actions envers les autres. Il grandit en comprenant que son histoire n'était pas une dette, mais un don, et qu'il pouvait à son tour l'offrir un jour. À la maison, des détails riches prenaient tout leur sens. Les fêtes partagées autour d'une table modeste, les après-midi passés à lire des contes, les mains d'une grand-mère qui ne renonçait jamais à polir un jouet ou à réparer un ourlet. La foi, quand elle se manifestait, restait simple. Des remerciements murmurés lors d'un dîner, une prière muette la nuit, une reconnaissance pour la vie offerte. Ils n'en firent pas un étendard, mais un appui discret, une ressource intérieure. Des années plus tard, debout sur le seuil du jardin, regardant Miguel lancer un ballon vers Mété, qui courait en riant, César pensa à cet écran qui, une nuit, avait brillé dans son appartement. Il revit la main hésitante qui avait tapé un message, le choix d'une femme qui avait osé demander de l'aide, la décision d'un homme qui avait traversé la ville pour porter un sac de provisions. Tout cela, pensa-t-il, avait pris une trajectoire qu'aucun tableau financier n'aurait pu prévoir. Le luxe d'une vie était devenu un instrument pour tisser des vies humaines, et non plus une fin en soi. Félicia, assise non loin, contempla la scène avec une sorte de paix profonde. Les cicatrices de son passé n'avaient pas disparu. Elles avaient été intégrées. Elle racontait une histoire où la fierté avait rencontré l'aide juste, sans humiliation. Elle se souvenait encore du premier contact, des tremblements d'une porte ouverte au milieu de la nuit, de la main posée sur la table, de la note sans signature. Cela lui semblait appartenir à un temps lointain, presque irréel. Aujourd'hui, elle connaissait l'échelle du possible. Elle avait trouvé un compagnon, des enfants, une maison pleine de bruit aimé.
Leur histoire, finalement, était celle d'une transformation lente et respectueuse. Ce n'était pas une trajectoire spectaculaire, miraculeuse dans le sens spectaculaire du terme, mais bien une succession d'actions humbles, d'offres sincères, de décisions prises en accord avec la dignité de chacun. La Providence, si l'on acceptait d'appeler ainsi la conjonction d'événements heureux et d'initiatives humaines, avait glissé entre leurs vies une opportunité. Ils la saisirent avec prudence, confiance et gratitude. De temps en temps, au dîner, on évoquait l'incident initial avec un sourire reconnaissant. Un message envoyé par erreur, disait César parfois, et il riait, comme d'une coquille laissée par le destin. Les enfants grandissaient sans comprendre totalement la portée de cette ironie. Pour eux, leur famille avait toujours été là. Mais pour les adultes, cette erreur, cette voie fortuite, restait la preuve qu'une main tendue, même discrète, peut modifier le cours des choses. À la fin d'une journée où le soleil se couche en traînant des couleurs chaudes, la maison retombe dans un calme plein et doux. Les chambres respirent paisiblement. Dans le salon, une photo encadrée montre un homme, une femme, un petit garçon et une nouvelle-née, rieur et un peu fatigué. Les traits sont simples, le bonheur discret. On sait que la vie continuera d'apporter ses épreuves, ses exigences, mais on sait aussi que désormais, ces défis ne seront plus affrontés en solitaire. Si cette histoire veut laisser quelque chose aux visiteurs qui l'écoutent, c'est peut-être ceci. Il suffit parfois d'un message qui arrive au mauvais numéro pour que des vies se croisent et se donnent une autre chance. L'aide, offerte sans bruit et sans condition, respecte la dignité de celui qui la reçoit. L'amour, quand il grandit, exige patience, écoute et la capacité d'attendre que l'autre consente. Et la providence, si l'on veut employer ce mot, réside souvent dans la somme d'actions humaines, discrètes mais constantes, qui rendent possible la naissance d'une famille. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'une main tendue peut changer le cours d'une vie. Que cela vous inspire à regarder autour, à tendre la vôtre, sans recherche de gloire, mais avec le désir simple d'apporter du réconfort. Les plus petites attentions, données avec respect, peuvent devenir le fondement des plus grandes transformations.